Salut tout le monde, bienvenue à la podcast Au gré du pot, l'artisanat du cannabis au Québec. On est le 7e épisode déjà. J'ai Hubert Marceau du lab Phytochimia au Kémia. Kenya. Tu me corrigeras Ouais. ça, ouais, Kenya, qui est avec moi. Dans le fond, Hubert, tu es le directeur du développement là-bas. Je vais te laisser te présenter un peu ton historique, ton parcours à travers ça, puis ton histoire, si tu veux bien. Mhm. Bonjour, Hubert Marceau, directeur de développement chez Laboratoire Phytokémia. Je suis chimiste de formation et de titre. Je suis aussi cofondateur de Laboratoire Phytokémia, un laboratoire qu'on a fondé au Saguenay en 2013. Donc, on opère depuis 10 ans maintenant. On a eu nos premières licences pour travailler avec le cannabis en 2014. Donc, ça fait va faire bientôt 10 ans en fait qu'on travaille avec le cannabis aussi. Euh, et euh, donc, nous, notre spécialisation, là, c'est de travailler avec les plantes. Donc, en plus de travailler avec le cannabis, là, on travaille beaucoup là, dans tout ce qui est composé volatile des plantes, détermination des métabolismes secondaires et tout ce genre de sciences là, du végétal. OK, ben bienvenue. Puis la première question que j'ai, vu que c'est vrai qu'on recule en 2013, l'ouverture, puis 2014, l'obtention de votre licence, j'imagine que c'était du niveau médical quand ça a commencé, c'était plus avec ce Non, processus-là. parce que en 2014, quand on a eu notre licence, malgré le fait qu'on s'est battu pour ça, Santé Canada était assez fermé à l'idée à ce qu'on teste pour ceux qui avaient le ACMPR, dans le fond, à l'époque. Dans le temps, il y avait des laboratoires qui testaient pour les ACMPR, là, donc ceux qui étaient sur le cannabis à accès médical, là, l'espèce de dérogation, surtout en Colombie-Britannique, mais c'était un peu fait là, dans des zones grises. Nous, quand on a fait des demandes là, pour savoir si on pouvait accepter des échantillons des particuliers, on s'est fait barrer la porte, fermer la porte carrément. Donc, nous, à l'origine, c'était beaucoup pour travailler avec le chanvre. C'était à l'époque les mêmes licences. Donc, on voulait travailler avec le chanvre parce qu'il y a justement des producteurs de chanvre là, au Saguenay. Tu sais, quand on regarde la licence que vous avez obtenue, c'est quoi le genre de processus qu'un laboratoire doit faire? Est-ce que c'est une simple demande ou est-ce qu'il y a des étapes clés que Santé Canada ou peu importe impose ou vraiment... C'est une simple demande, entre guillemets, mais qui a quand même des requis. Donc, dans le cas en 2014, du moins, maintenant, c'est changé de régime, mais du moins en 2014, la demande, c'était une demande de substance contrôlée. Donc, c'est le même genre de demande que, par exemple, les pharmacions. Dans le fond, c'est une demande qui te permet de posséder sur ton site des produits qui sont jugés comme contrôlés. Donc, ça peut être des drogues, ça peut être des substances d'ordonnance, ça peut être des médicaments. Les requis sont surtout au niveau là, de la tenue de livre puis de la sécurité. Donc, nous, ce qu'on a fallu qu'on démontre, parce qu'on a quand même fait plusieurs demandes au courant de l'évolution de notre entreprise, c'était que par rapport à la valeur du produit que tu vas avoir sur ton site, tu es en mesure d'avoir des niveaux de sécurité qui sont adéquats. Donc, c'est sûr que si tu possèdes, mettons, pour 300 $ de produits sur ton site, c'est pas la même chose que si tu as 3 millions. Normalement, les labos, ça va jusqu'à peu près 20 000, là, puis ça se traduit grossièrement à avoir des accès contrôlés et avoir des gens qui sont en charge là, de contrôler les entrées puis les sorties et de suivre les quantités qu'il y a sur le site. OK. Puis si on regarde, là, comme au début, vous étudiez plus le champ, vous avez pris cette décision-là, parce que Santé Canada vous claque la porte un peu, là. Est-ce que c'était pour dans le fond, à des fins d'études scientifiques, pour aider des universités, pour aider des trucs, ou c'était vraiment vous-même, vous vouliez faire certaines recherches ou certains trucs là? C'est sûr qu'à la base, nous, on vient un peu tu sais, on a un peu fait le saut académique privé, donc on a toujours un intérêt beaucoup plus recherche. À la base, c'était pour répondre à une demande qu'on avait au niveau des producteurs de chanvre. Donc, eux avaient certains requis au niveau des limites de THC là, pour suivre leur génétique, si on veut, dans le temps. C'est sûr que nous, on a toujours en tête, là, dès qu'on voit des produits, là, qu'est-ce qu'on peut faire de plus avec ces produits-là. Donc, déjà en 2014, on commençait à regarder pour les composés volatiles du cannabis, puis les autres métabolismes secondaires, autres que le THC-CBD, mais THC-CBDA en fait.
Donc, les deux vont de pair selon moi. Donc, tu sais, tout nouveau produit qu'on rentre, tout nouveau produit qu'on teste, c'est sûr que souvent, on regarde tout le temps qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus avec ces projets-là. Puis, c'est éventuellement, ben, c'est sûr que ça débouche vers des collaborations qui peuvent être intéressantes. Là. Cool. Puis si, tu sais, je t'entends dire le côté volatile, non volatile, pour quelqu'un qui est un peu ignorant comme moi, est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi la différence entre les deux? Puis c'est quoi pas le bienfait, mais le but d'évaluer un peu ces composantes-là? Ben oui, absolument. Ben, volatile puis non volatile, c'est un peu un terme générique. Donc, on va parler de volatile quand les produits vont être faciles à volatiliser, donc à amener dans l'air. Souvent, ça va se traduire par les huiles essentielles slash les terpènes, là, parce que à toute fin pratique, c'est la même chose. Dans les plantes, mais tu sais, ça peut être des composés qui sont très volatiles ou moins volatiles. Donc, qui vont produire les odeurs, entre autres, ou qui vont avoir des intérêts là, au niveau phéromones, ben, c'est pas vraiment des phéromones, là, mais des phéromones des plantes ou ce genre de processus-là. Quand on va parler des non volatiles, on va parler des produits plus lourds, donc des produits qui ne pourront pas être extraits juste par chauffage dans des conditions standards, ou bien par entraînement à la vapeur, ou bien par d'autres solvants, des conditions standards. Donc, on va parler par exemple des canflavins, des cannabicines et là, des composés terpéniques qui sont plus lourds, comme les triterpènes, frédéline et compagnie. Donc, c'est souvent l'espèce de différenciation qu'on fait, mais ça reste que c'est des différenciations qui sont très floues. OK. Puis, tu sais, puis quand on regarde, mettons, tu sais, plus chez les terpènes, là, qui sont comme le sujet de l'heure, on dirait en ce moment, là, les gens évaluent beaucoup ça. Euh, de votre côté, est-ce que c'est complexe de commencer à venir identifier chacun des terpènes, puis chacune peut-être pas des bienfaits, mais des distinctions entre elles, puis de comprendre le mécanisme? C'est quoi un peu le genre d'étape qu'il y a à faire de votre côté pour en arriver là? C'est sûr que quand on parle de plantes, on parle pas de pharmacie, on parle pas de pharmaceutique traditionnelle, si on veut. Dans le fond, la pharmaceutique traditionnelle, on va produire des composés de synthèse sur lesquels on va avoir un contrôle total et complet de la chaîne de production. Quand on parle des plantes, on parle plus de travailler avec le vivant, on va parler de travailler avec des processus qui sont excessivement complexes, qui sont pas nécessairement bien décrits et bien compris. L'approche qu'on a, on peut prendre deux approches. Soit on prend la même approche qu'on voit en pharmaceutique, puis on se dit, on sait que dans notre plante, on a tel composé, fait qu'on va tester tel composé, puis là, ben, au fur et à mesure qu'on avance, on va rajouter des composés. L'autre approche, c'est un peu l'approche inverse, qui est une approche qui est non pharmaceutique, mais qui est quand même pas étrangère en chimie, là, dans le sens que quand les gens qui travaillent avec les plantes, les gens qui travaillaient en cosmétique, les gens qui travaillaient en nutraceutique et compagnie, c'est des approches qui sont habituées d'utiliser. C'est ce on va parler plutôt d'approches non targetées, non visées, non ciblées. Où ce que là, on se dit, ben, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il y a dans la plante. Fait qu'on va juste essayer de voir tout ce qu'on peut voir. Puis là, il y a des méthodes qui sont non ciblées. Donc, on va faire des profilages. On va se dire, OK, on va essayer d'identifier chacun on va parler de pics souvent, là, mais on va essayer d'identifier chacun des composés. S'il y a des inconnus, ben, on va juste assumer que c'est des inconnus, puis éventuellement, down the line, au fur et à mesure qu'on va avancer, que les connaissances vont avancer, ben, on va être en mesure de donner des structures, de donner des molécules à ces pics-là. Donc, c'est des approches, les deux ont leurs avantages, les deux ont leurs inconvénients. Souvent, le non ciblé requiert une plus grande complexité analytique, puis il va avoir une légèrement moins grande précision, tandis que le ciblé, lui, va avoir une meilleure précision, des besoins analytiques qui sont plus simples. Par contre, quand on va vouloir étendre la gamme de composés analysés, bien, éventuellement, les coûts deviennent exponentiels. Donc, c'est deux approches qui sont complémentaires. Puis nous, l'approche qu'on a, parce qu'on vient beaucoup de la phytochimie, du processus des plantes, c'est qu'on va préférer des approches qui sont non ciblées pour être en mesure d'avoir des profils complets. C'est quelque chose qui, parce qu'on justement, comme tu dis, on parle beaucoup des terpènes là, comme sujet de l'heure. Nous, c'est sûr que niveau effet des terpènes, effet physiologique, biologique, on y touche pas. Donc, nous, on est chimiste, on se concentre sur la chimie des choses. Par contre, nous, ce qu'on trouve particulièrement intéressant dans les terpènes, c'est que c'est des bons, on pourrait appeler ça des canaries si on veut, là, c'est des bons marqueurs de processus génétiques ou biologiques
en dessous. Donc, malgré le fait que ça ne donne pas exactement la génétique, ça ne donne pas exactement les souches, puis ce genre de choses-là au point de vue purement génétique, euh, la génétique va faire que les profils qu'on va retrouver vont différencier. Donc, ça nous permet de faire un bon, d'utiliser ça comme surrogate si on veut, là, ou bien comme proxy pour être en mesure là, de faire de la différenciation à ce niveau-là. Puis dans le fond, est-ce que est-ce que vous avez comme un service un peu d'accompagnement? Tu sais, comme mettons un producteur voudrait faire évaluer son produit, là, vous avez tous les marqueurs de terpènes, vous avez le taux de THC, le taux de CBD du produit. Est-ce que il peut vous demander comme OK, est-ce que vous voyez des choses que j'ai peut-être mal fait pour pouvoir pour pouvoir l'amener à un niveau supérieur ou pouvoir le est-ce que vous avez ce genre d'accompagnement ou de discussion qu'elle soit formelle ou informelle Ben, avec ces gens-là? oui, de là à établir qu'est-ce qui a été mal fait, c'est un petit peu plus complexe. Donc, on va peut-être le voir là au niveau, par exemple, des contaminants. Des exemples que j'ai là, c'est des fois, malgré le fait que tu utilises l'eau de la ville, vu que le cannabis est une plante qui fait de la bioaccumulation, donc l'eau reste potable, mais des traces de métaux qui se retrouvent en dessous des seuils d'action normale pour la potabilité font en sorte que dans le cannabis, ça va débuter, ça va commencer à s'accumuler. Donc, dans ce cas-là, on est capable d'aider les clients à dire, OK, ben regarde ton eau, mets-toi des filtres à échantillons, ce genre de choses-là. Ou dans le cas des pesticides, ben on trouve des pesticides, on va assumer que tu n'en as pas mis. OK, est-ce que c'est des serres que tu as reconditionnées? Est-ce que ton système est neuf? Est-ce que tu es sûr que tu n'as pas de résidus d'un autre système d'avant qui est encore dans ton système de ventilation, par exemple? Donc, ça, c'est le genre d'accompagnement qu'on va plus faire à ce niveau-là, pour ce qui est des processus de production. Pour ce qui est on va appeler ça un peu du phéno-hunting dans ce cas-là, on va plus être en mesure de dire, OK, ben, tu as un profil qui diffère d'un peu de la moyenne, donc, ou tu as un profil qui est particulier, tu as des composés qu'on ne voit pas nécessairement. Sans dire que ces composés-là ont des effets qui sont visibles sur les consommateurs, c'est quand même intéressant pour quelqu'un qui veut se différencier ou qui veut dire, OK, ben, je pourrais peut-être essayer de fouiller un peu dans cette direction-là, vu que j'ai un produit qui se diffère un peu de ce qui se voit normalement. Donc, c'est plus dans Qui est cette comme hors optique-là. norme. Ouais, OK. exactement. Donc, tu sais, des fois, c'est bizarre, c'est là qu'on peut éventuellement partir sur des tracks puis développer des choses. OK. Puis, dans le fond, est-ce que, tu sais, au début, avec le chanvre, vous étudiez, ben, pas étudiez, mais vous faites l'analyse ou avec ça, est-ce que vous avez trouvé que c'est presque identique parce que, à part le THC qui est pas là, qui est moins présent là, dans le chanvre, est-ce que la fleur est sensiblement la même qu'une fleur de cannabis typique ou il y a des marqueurs très différents? Est-ce qu'on retrouve, par exemple, tu sais, le même genre de terpènes? Est-ce qu'on retrouve le même genre de composantes dans un versus l'autre, où il y en a un qui prime un peu plus d'une certaine, ou qui brille d'une certaine Je façon dirais par que rapport à l'autre? oui et non, dans le sens que il y a quand même un nombre fini de terpènes. Il y en a énormément, mais il y a quand même un nombre fini. Donc, c'est sûr qu'on finit par avoir des recouvrements. Par contre, ce qui diffère beaucoup avec le cannabis, c'est que les concentrations de ces composés volatiles-là sont quand même significativement plus avancées. On va parler de peut-être 1,5, en dessous de 1,5% pour du chanvre. Puis, tu sais, pour le cannabis, on va parler souvent de plus de 1,5%, jusqu'à des fois, là, même 6% là, dans des cas là, un peu particuliers, si on veut, ouais, extrêmes. Là. Euh, par contre, par exemple, dans le chanvre, l'huile essentielle de chanvre est un produit qui était sur le marché depuis quand même plusieurs années, donc qui a été un peu les débuts là, des terpènes dans les cannabis. Quand la recherche sur les terpènes est débutée, souvent les gens ont commencé par regarder l'huile essentielle de chanvre parce que c'était la seule huile sur laquelle il y avait des données. Donc, il y a quand même des composés volatiles, des terpènes dans le chanvre. C'est juste que tu vas en avoir besoin de beaucoup plus pour avoir un même rendement quand quand tu veux faire des extractions. Mais grosso modo, on reste dans les mêmes tales, si on veut. Par contre, quelque chose qui est particulier avec le chanvre, c'est que le chanvre a été un peu sélectionné pour plus sa fibre ou sa graine. Donc, il y a moins de variation dans la composition. Tandis que
le cannabis récréatif, qui est quand même une plante qu'on a poussée à ses limites, on s'entend, là, va avoir tendance à avoir plus de différences, plus de cultivars, plus on va appeler ça des chémotypes souvent, quand on va juste différencier d'un point de vue chimique, plus de chémotypes différents. Parce que justement, il y a plus eu de mutations, il y a plus eu de croisements, il y a plus eu de diversité génétique là, qui est dans le cannabis récréatif et médical. Non, cool. Puis, si on va dans le côté du cannabis récréatif, quand le, tu sais, j'imagine, juste pour un point de vue, que le consommateur comprenne, là, le producteur, quand il vous envoie un sample, dans le fond, est-ce que c'est un sample de produit ou c'est plusieurs samples du même lot? Comment ça fonctionne, dans le fond, pour faire évaluer ça? L'échantillonnage, c'est quand même un point important quand on veut faire une analyse. Il y a des procédures qui existent, qui ont été développées pour les plantes de façon générale, qui sont dans les pharmacopées, entre autres la pharmacopée européenne en a une qui est très très claire. Ou dépendant de la grosseur de ton lot, ben voici comment aller essayer comment prendre des échantillons de façon à ce que les chances que l'échantillon que tu envoies au laboratoire pour analyse soit représentatif du lot. C'est sûr qu'on doit s'attendre à plus de variations dans des produits végétaux que dans des produits pharmaceutiques, par exemple. Par contre, il existe des procédures d'échantillonnage qui existent. C'est sûr que si quelqu'un nous envoie juste une fleur, ben le résultat va s'appliquer à juste une fleur. Exactement. Donc, nous, souvent, on va demander là, au total environ 70 grammes de produits quand c'est possible. C'est sûr que si tu as une production de 100 grammes, tu vas envoyer, ça ne fait pas vraiment de produire 70 grammes. Mais on va essayer de demander aux clients qui nous envoient un échantillon qui est le plus représentatif de leur lot global. Puis nous, après ça, on va tout prendre ça, puis on va tout homogénéiser. Ça veut dire qu'il n'y a pas si le patient pas le patient, le client nous envoie des insectes dans son lot, là. Ça arrive pas vraiment, là, mais il pourrait y avoir des roches, des sacs de plastique. Nous, si on reçoit un sac de plastique dans le lot, ben on assume que le lot, vu que l'échantillon est représentatif, ça veut dire que dans tout le lot, il y a des sacs de plastique, donc on va analyser les sacs de plastique aussi. Donc, il n'y a pas on enlève les graines, on enlève les tiges, rien. Nous, on prend tout ce qu'on reçoit, on le blend, on le mélange au complet. Puis après ça, dans le mélange homogénéisé, on va aller rechercher des sous-échantillons parce que c'est sûr que si on soit 70 grammes, on n'a pas besoin de 70 grammes pour l'analyse, mais on va aller chercher des sous-échantillons là, dépendant des méthodes analytiques qu'on applique. Là. OK. Puis, de ce que je comprends, au Canada, au Santé Canada, pas comme vraiment mis de normes comme en Europe, ça existerait pour dire il faut d'après le size non. de ta... Okay. En fait, c'est une grande lacune au Canada en général, pas juste dans le cannabis, là, je dirais dans tout ce qui est produits de santé naturelle par extension. Beaucoup de pays, surtout européens, ben, en fait, l'Europe est très, très stiff là-dessus, est très, très droit là-dessus, a ce qu'on appelle une pharmacopée, qui est un gigantesque compendium, des livres, là, des milliers de pages, maintenant informatique, on s'entend, qui, pour chaque plante qui a un intérêt commercial le moindrement solide, il va y avoir des méthodes, il va y avoir des paramètres. Voici les paramètres que vous devez appliquer pour telle plante, pour la vente, pour déterminer si c'est effectivement la plante, quelles sont les contaminations, puis quelles sont les limites, par exemple, de contaminants qu'on doit trouver. Présentement, Santé Canada, de la façon que la législation avait été faite, il disait, ben, appliquer les paramètres de ces pharmacopées-là. Le problème étant qu'il n'y a pas encore de pharmacopées qui ont le cannabis dedans. La pharmacopée européenne a un draft, donc un brouillon ou une version brouillon là, qui était pour consultation publique, mais qui n'est pas encore légalement en action. Même chose pour la pharmacopée, l'USP, la pharmacopée américaine. Donc, on était surtout au début, maintenant ça s'est un peu stabilisé, là, surtout au début de l'industrie, c'était un peu, ben, chaque producteur devait choisir ses propres specs au meilleur de ses connaissances, donc il y avait beaucoup de disparités. Maintenant, surtout avec l'ouverture des marchés internationaux, là, ça se merge, là, donc ça commence à tendre vers une uniformité. Mais encore une fois, Santé Canada n'est pas très est plus descriptif que prescriptif, si on veut. Donc, il dit voici les grands frameworks. Assurez-vous de comprendre, de vous inscrire là-dedans, puis après ça, on avisera aux besoins.
OK. Puis, fait que, dans le fond, le même, tu sais, selon toi, ça serait l'idéal que tout, qu'il y ait justement la pharmacopée canadienne ou quelque chose qu'on adhère à une pharmacopée type, en tant que Canada, comme pour que tous les laboratoires ou tous les producteurs utilisent la même standard, right? Comme parce qu'en ce moment, tu sais, je pense qu'on va tomber un peu dans la polémique là, qui semble avoir là. Est-ce que tu dirais que le fait qu'il n'y ait pas de normes ou qu'il y ait des normes qui sont dictées mais pas nécessairement enforcées, tu sais, qui sont pas obligatoires, est-ce que c'est un peu ça qui vient un peu des fois biaiser ce qui peut apparaître dans les rapports? Oui, puis non. Je fais tout le temps des nuances, là. Ben, Oui, c'est clair. c'est sûr que, bon, c'est pas plus qu'il n'y a pas de normes, dans le sens que les laboratoires, tu sais, c'était pas le cas il y a 10 ans, mais maintenant, là, depuis quelques années, on a accès à des matériaux de référence. On peut faire des interlabos. Tu sais, je viens de participer à un interlabo. On était 8 labs sur des produits à acheter dans le marché, puis on est tous arrivés là à 1% de différence l'un de l'autre. Là. Donc, tu sais, en tant que lab, on est en mesure de se comparer entre nous. On a des certifications, bon, ISO, qui n'est pas nécessairement une certification qui est spécialisée dans le cannabis, mais tu sais, qui a quand même des obligations derrière de démontrer des choses. Euh, donc, c'est pas plus une question d'adhérence à des normes parce que, tu sais, puis il y a ASTM aussi, donc il y a des méthodes qui existent. C'est pas nécessairement une question d'adhérer à des normes, plus que euh, peut-être tu sais, je peux pas vraiment rejeter le blâme sur les laboratoires directement parce que moi, j'étais dans des groupes de laboratoires, puis tu sais, on le sait qu'est-ce qu'on fait, puis on est un peu impuissant aussi devant cette situation-là, puis c'est une situation qu'on a tous vu venir, honnêtement, parce qu'aux États-Unis, depuis tu sais, parce que la Californie, le Colorado ont légalisé un peu avant le Canada. Donc, tu sais, on a vu ça venir assez de façon fulgurante. Donc, on le voyait venir au Canada. Donc, la plupart des labos se sont un peu préparés par rapport à ça, ou du moins étaient déjà un peu conscients de la chose. Parce que là, on tombe justement là, dans le creux du sujet, l'inflation des cannabinoïdes, là, qui est le sujet chaud de l'heure, puis surtout dans les laboratoires, parce que ça fait quand même beaucoup mal à beaucoup de laboratoires, parce que tu sais, moi, quand la première fois que j'ai entendu parler de ça, ben pas que qu'un client m'a dit, hey, faut que j'aille 20%. Ouais, comment ça, faut que tu ailles 20%? Il dit, ben moi, je peux pas vendre si j'ai pas 20%. Ben là, tu as 19,5%. Là, je veux dire, à toute fin pratique, tu as 20%. Je dis, non, non, moi, mon acheteur, il veut 20% sur le rapport. Je dis, ouais, mais je te mettrai pas 20% sur ton rapport. Là. Ça marche pas de même, là. Je veux dire. Donc, puis là, tu sais, j'étais comme, tu sais, on était comme un peu flabbergasté, on était comme un peu surpris parce qu'on s'est dit, ouais, mais ça fait pas de sens d'un point de vue scientifique de mettre des limites, des hard limits de même, puis ça fait encore moins de sens dans un contexte de plante. Donc, c'est un peu les... Puis là, ben, il a dit, OK, ben, c'est correct, finalement, tel autre labo nous donne 20%. Fait que là, comment ça, tel autre labo te donne 20%? Fait que là, j'étais comme, ben, OK, Ouais, va dans l'autre labo, là. Je veux dire, moi, je peux pas changer mon résultat. Donc, tu sais, ouais. c'est un peu, puis justement, quand on discute avec beaucoup de laboratoires dans l'industrie, on se rend compte qu'on a toute la même histoire, qu'on a toutes, ah ben moi j'ai perdu plein de clients parce que il y en a un qui m'a dit, ben t'es-tu capable de me garantir que je vais avoir tel résultat sur mon rapport? Puis j'ai dit, ben non. Fait que là, ben ok, ben il était là ailleurs. Fait que j'ai perdu des clients. Puis tu sais, souvent, ben c'est bien beau, tu sais, le taux de cannabinoïdes, c'est pas ce qui est payant pour un laboratoire, c'est souvent ce qui vient tout à côté. Donc, tu sais, on entend beaucoup le même discours de beaucoup de laboratoires qui est que la concentration, tu sais, certains laboratoires disaient que ben, ils garantissaient ou disaient ben moi je suis capable de te donner plus haut parce que X, Y raison, donc c'est pas nécessairement clair, ou disaient ben envoie-moi tel type d'échantillon, comme ça tu es sûr d'aller plus haut. Fait que donc ils ont commencé On venait biaiser un à peu. biaiser un peu les chiffres. Puis là, ben, ça fait que sur le marché présentement canadien, le nombre de laboratoires diminue. Donc, la concurrence diminue, chose qui ne devrait pas vraiment exister dans un marché qui est en expansion en théorie. Donc, ça a été le premier constat qu'on a eu. Le deuxième constat qu'on a, c'est que, puis je devance un peu certaines questions à ce niveau-là. Non, non, c'est correct. Vas-y. Moi, j'appelle ça un ouroboros, en fait, l'inflation des cannabinoïdes, où ce que tout le monde est un peu la victime.
L'Ouroboros, c'est le serpent qui mange sa queue. On appelle ça un positive feedback loop, dans le fond, une boucle de rétroaction positive qui, en nature, dans les seules fois qu'il y a des boucles de rétroaction positive, par exemple, c'est dans l'accouchement. Où ce que là, ben, plus tu forces, plus tu crées des hormones pour forcer, puis éventuellement, le but, c'est de sortir, parce qu'il y a un problème. Donc, quand tu as des boucles, éventuellement, c'est que ça pop dans des bulles ou ça explose, ou, tu sais, quand tu as des boucles comme ça, c'est pour sortir des problèmes. Donc, on se ramasse avec une situation où ce que le, le consommateur va chez le distributeur, au Québec, c'est la SQDC, demande, je veux un cannabis qui a plus que 20%. Donc, le distributeur va dire à ses processeurs, moi, je ne vais acheter que du cannabis à plus de 20%. Les processeurs vont se tourner vers les producteurs. Les producteurs ils vont dire, ben, fais-moi juste du cannabis à plus que 20%. Les producteurs vont se tourner vers les labos, puis ils vont dire, ben, moi, j'ai besoin de 20%. Fait que là, ben, s'il y en a un dans la chaîne qui ne joue pas le jeu, ben, il se fait tasser. Fait que ça, c'est le premier constat. Donc, soit le distributeur, la SQDC, fait moins de ventes, le marché noir gagne, soit le processeur ben, fait moins de ventes, fait que c'est son concurrent qui passe, etc., etc. Donc, c'est une espèce de boucle. Puis là, ben, éventuellement, ben, tous les cannabis sont à plus que 20%. Fait que le consommateur arrive en succursale, puis il va se dire, ouais, mais tout est à 20%. Ben, moi, je veux plus que, je veux du 22% parce que je n'ai vu un. Fait que là, ça loupe. Là, on est tombé à 22%. Fait que là, tout est à 22%. Puis là, whoop, 25, 27, 30, etc., etc., etc. Puis là, ça monte jusqu'à 40. Puis là, ben, éventuellement, ça fait plus de sens. Le consensus, sans qu'il y ait de données scientifiques à l'appui, le consensus, c'est que le maximum que la plante peut faire au niveau de THC, c'est 30%, puis ça fait du sens. Prends n'importe quelle plante, puis tu dis 30% de la valeur de ça est du THC, tu dis, il reste plus de place pour tout ce qui est structurel, les cellules, l'eau, nanana, nanana, tu sais, éventuellement, tu dis, ben, ça peut pas aller plus que ça. Ça devient irréaliste. Exactement, ça devient totalement irréaliste. Puis, tu sais, on le sait qu'il y a des variations intraplans, etc., etc., tu sais. Puis moi, je regarde les chiffres que j'ai. Puis moi, depuis 5 ans, les chiffres n'ont pas bougé. Moi, si je prends tous les échantillons qu'on fait, ben, on a 19% de moyenne. C'était OK. Donc, Ouais. c'est fine, mais quand on regarde sur le marché, ben là, on fait comme, ouais, il y a du 25, il y a du 29, etc. J'ai vu du 38. Mais du 38, du 40 et compagnie. C'est ça. Puis tu fais comme, mais ouais, mais ça fait pas de sens. Puis moi, il y a 4 ans, j'allais acheter des échantillons SQDC, je les testais, on avait les mêmes résultats. Maintenant, je vais acheter des échantillons SQDC, puis les résultats sont complètement différents. Donc, on est conscient qu'il y a une espèce de jeu qui se fait, puis où ce que le mal est, c'est difficile de pointer du doigt exactement. Mais c'est sûr que moi, j'ai pour mon dire que si sur ton étiquette, tu as un chiffre, puis qui est marqué en gros THC, ben tu vas regarder le chiffre du THC parce que c'est ça en quoi tu es éduqué à regarder, mais ça fait pas de sens. Moi, ma solution bien claire, puis c'est d'éliminer carrément les taux de THC sur les étiquettes. Tu as du cannabis à haut THC, tout ce qui est au-dessus de 15%, c'est haut THC. Puis tout ce qui est en bas, c'est moyen, puis tout ce qui en a pas, c'est bas. Ça, c'est un peu ma solution bête et méchante. Là. Ouais. La solution idéale. Est-ce que, ben, tu sais, dans le fond, tu sais, quand tu parlais du positif feedback là, Ouais. moi, de mon côté, ce que ça sonnait comme cloche, c'est un peu, tu sais, le but, c'est, ça allait comme exposer le problème dans un sens, de dire, tu sais, en ce moment, que ça soit le producteur, que ce soit n'importe où, ce qui vend, c'est au THC. Okay? Comme la réalité, quand je regarde mes chiffres de mon côté, parce que je suis côté de données, je le vois clairement que les parts du marché du 25% et plus de THC au Québec, là, on est capé à 30, heureusement ou malheureusement, dépendamment des opinions, là, mais ça fait que dans cette tranche-là, c'est là que la majorité des ventes arrivent. Tu sais, que le produit soit bon ou mauvais, qu'il y ait une senteur, une beauté de la structure du produit, peu importe, le consommateur va juste l'acheter à cause que c'est un peu comme acheter du fort à la SAQ, puis se dire, ben, ça va faire la job, puis tant mieux. Fait que, tu sais, à un moment donné, ce qui est arrivé, selon moi, c'est un peu comme que tu disais tantôt, c'est que le producteur,
il y en a beaucoup qui ont perdu de l'argent avec la légalisation. Je pense que les gens se sont fait vendre des rêves jusqu'à une certaine chose, à dire on va devenir riche, on va vendre ça à 8 piastres du gramme, ça va être malade, ça va être, on peut vendre n'importe quoi. Puis ils ont frappé un mur. On dit, OK, si on est justement à 20 ou à 19 ou à 18%, mais le consommateur l'achète pas. Fait qu'à un moment donné, eux, tu sais, quand ça vient fermer la business ou pouvoir pousser quelqu'un d'autre à dire, ben, booste-moi les chiffres, ben, ils ont comme, tu sais, ça l'expose justement ce problème-là, si tu veux. Puis à un moment donné, ben, ce qui est dommage, encore une fois, selon moi, c'est que les laboratoires comme le tien ou comme d'autres qui vont rester neutres par rapport à ce point-là, qui vont dire, OK, j'embarque pas dans la game, mais aussi, ça devient une vie ou de mort. Il y en a plusieurs qui ferment. Il y en a, tu te retrouves avec une position où ton nombre de laboratoires rétrécit énormément parce que ceux qui jouent pas le jeu vont peut-être se faire tasser. Puis ça fait qu'à un moment donné, le consommateur, puis c'est là que ce que je réalise de mon côté, sur les réseaux sociaux, peu importe, le consommateur commence à pointer du doigt, dit c'est impossible, ton taux est trop haut. Fait que là, ça recommence le problème à dire, écoute, là, la confiance qu'on avait avec les chiffres, j'ai pas le buzz de 35%. Donc, whatever, c'est plus là. Il y a comme une démarcation. Puis je pense qu'à un moment donné, comme tu dis, ça va exploser. C'est inévitable, selon moi, que les gens, qu'ils soient affichés ou non, le taux, l'industrie va devoir changer d'une façon ou d'une autre par rapport à comment que ça se passe. J'espère plus pour vous que ça arrive plus tôt que tard, à cause qu'à un moment donné, ça doit venir tannant comme réalité du milieu. Mais je pense que ça n'a pas le choix d'en arriver. J'étais un peu curieux de ton côté. Est-ce que tu as vu le même impact sur le côté des pourcentages des terpènes également ou juste du THC? Est-ce que les gens te demandent aussi, tu sais, ou te jaseraient, hey, tu peux-tu me monter comme ça aussi? On a déjà eu des discussions par rapport à ça avec des clients parce que nous, dans le fond, ce qui se passe, c'est que vu qu'on applique des méthodes qui sont non targetées, mais qui appliquent les mêmes résultats. On a fait beaucoup d'interlaboratoires, on fait beaucoup de comparaisons interlaboratoires, puis on a les mêmes résultats que beaucoup d'autres labos, en fait, que les autres labos. Beaucoup qui viennent nous dire, genre, par exemple, j'ai dit, ah ben moi, mon acheteur, il veut que j'aille au moins du 4% de terpènes. Puis là, je suis là, mais ça fait pas de sens, ton 4% de terpènes. Là. Je veux dire, de un, c'est quoi un terpène? C'est pas défini c'est quoi un terpène dans la loi. Tu peux pas dire, si tu dis, ben, on va prendre la définition de l'UPAC Goldbook, qui est la définition chimique pure, ben, c'est dole, mais t'en claires une partie, puis t'en rajoutes une autre partie qui conteste pas, tu sais. Le fridéline, en théorie, c'est un terpène, mais par exemple, le limonène, c'en est un, mais tu sais, j'essaie de trouver vite des exemples. Là. Tout ce qui est oxygéné, en fait, là, n'est pas un terpène, c'est rendu des terpénoïdes. Si tu dis, bon, on va y aller wild, on va y aller lousse, ok, ben ton cannabinoïde, ton THC, c'est un terpène, c'est un méroterpène, c'est une composée terpénique avec une composée phénolique. Tu sais, ça n'a pas de définition, fait que ça fait pas de sens. Puis ça, c'est ce qu'on... Puis d'ailleurs, on a écrit des articles là-dessus qu'on a postés sur notre site web. C'est faut que tu sois conscient de ce que tu dis là. Nous, on va souvent dire à nos clients, ben prenez, mettons, les vins que vous considérez qui sont importantes pour votre production, que vous suivez dans vos productions, puis dites que votre total, c'est sur additionner ces vins-là. Oui, on est capable d'en sortir 150, mais tu sais, ça fait-tu du sens d'en lister 150 si tu fais pas tes statistiques à l'interne, si tu démontres pas, si tu crunches pas dans d'autres choses, parce que tu sais, moi, ça change rien, honnêtement, là, que tu aies 6%, que tu aies 2% de limonène versus 1% de limonène. Moi, ça change rien. Ça changera pas le nose comme on parle parce qu'on sait que c'est pas la concentration du terpène qui va donner l'odeur parce qu'il n'y a pas de corrélation OK. entre entre la quantité de terpène puis l'odeur. J'ai Mais dans l'air le de fond, si je t'arrête un peu, mais si je t'arrête, c'est quoi les composantes pour l'odeur qui fait que tu sais, mettons, ça sent le gaz ou ça sent terreux, boisé, peu importe. C'est quoi les facteurs? Ben, Ouais, ouais. Ouais, je suis excuse. content de te l'apprendre, mais c'est, c'est, euh, c'est difficile. C'est ça la OK. conclusion. Puis c'est vrai dans tout ce qui est odeur, plante et compagnie, parce que souvent l'odeur, c'est un peu comme la somme des parties. Puis ça, tu sais, il y a des équipes complètes de recherche qui ne font que travailler sur est-ce que je suis capable, à partir purement d'un profil chimique, de déterminer l'odeur
d'un produit. Puis je parle pas juste du cannabis, là, ça s'applique à tout ce qui existe. Puis la conclusion, c'est oui. Dans le sens que non, on n'est pas capable de donner exactement comment est-ce que les gens vont percevoir de façon précise. Par contre, on est peut-être capable de donner une direction générale. Donc, on peut dire, OK, il devrait peut-être y avoir un petit peu d'odeur boisée, un petit peu d'odeur skunky, un petit peu d'odeur ça, mais comment ça va se répercuter sur une personne, il n'y a pas de formule mathématique claire qui va dire je fais A, B, C plus D, puis ça va me donner l'odeur de char neuf. Fait que souvent, il y a ceux qui travaillent dans les odeurs, les parfumeurs, c'est pour ça que souvent, il va y avoir ce concept de layering. Ils vont commencer, ils vont faire un mélange. OK, j'aime ça. OK, je vais aller plus par là. OK, oui, ça marche pas, je reviens. Tu sais, il y a toutes des étapes qui se font quand on travaille avec les odeurs. Donc, quand on va parler juste d'un profil chimique, ça devient très difficile. Tu sais, oui, il y a des descripteurs, dans le sens que il y a des belles bases de données sur ça, d'ailleurs, là, qui sont quand même ouvertes, là, GoodScent, entre autres. Où ce que je le sais que mon limonéenne, d'ailleurs, dépendant de son isomérisme, va soit sentir un peu le citron ou bien soit un peu sentir le sapin. Donc, tu peux dire, OK, ben si j'ai du limonène, je devrais quand même retrouver des odeurs de sapin. Mais à quel point ça va être l'odeur dominante, c'est pas vrai que parce qu'il y a plus de limonène, ça va être ça l'odeur dominante. Le meilleur exemple de ça, c'est, puis je me demande ce cannabis, c'est l'orange puis les pamplemousses. Ouais. Est-ce que, à l'odeur, toi, personnellement, tu es capable de différencier un orange et un pamplemousse? Je te dirais pas à yeux fermés? Là? Ben, tu sais, mettons, tu sens l'écorce, là. Ouais, je pense que oui. C'est très léger. Là. Ouais. Mais pourtant, quand on regarde le profil chimique des huiles essentielles de pamplemousse puis d'orange, c'est presque identique à 99%. Ah, pour vrai? Ouais. Les grosses différences, en fait, c'est que dans les oranges, surtout les oranges douces, pas les oranges amères, les oranges douces, tu vas avoir du valencène, qui sont des aldéhydes à chaîne moyenne, qui vont donner un peu l'odeur sucrée de l'orange. Mais c'est des composés qui sont en très, très, très petite quantité. Là, on va parler de 0,2, 0,3%. Et dans le pamplemousse, l'espèce d'odeur âcre, souvent qu'on va sentir dans le pamplemousse, ça, c'est ce qu'on appelle le grapefruit mercaptan, le mercaptan du pamplemousse, qui est un composé soufré, qui est qui à toute fin pratique, on le détecte même pas quand on fait des analyses standards, parce qu'il est tellement en faible quantité qu'il se détecte pas. Puis je pense tu peux le sentir dans l'air à 9 ppb. Puis 9 ppb, là, c'est à peu près l'équivalent de prendre un rouleau de papier de toilette puis de mettre 9 feuilles rouges dedans, puis le rouleau de papier de toilette, il fait 24 fois le tour de la Terre. Puis c'est de détecter les 9 feuilles rouges là-dedans. Donc on est dans des concentrations qui sont infinitésimales. Puis il y a une raison physiologique à ça. Pourquoi est-ce qu'on met du mercaptan dans le propane pour que ça sente? C'est que le nez humain n'a pas la même sensibilité à tous les composés. Il y a des composés pour lesquels on est plus sensible, on va être plus capable de détecter à des faibles concentrations. Puis on va rester d'un point de vue très animal. À quoi ça sert le nez? Le nez, ça sert à détecter, c'est un détecteur, puis surtout, c'est un détecteur qui nous aidait à trouver la nourriture. Ça sent sucré, ben ça doit être quelque chose qui est bon à manger. Donc, c'est des odeurs qu'on apprécie. Ça sent le soufre, comme le soufre et les amines, les composés aminés, c'est souvent des composés qui vont être issus de la dégradation des protéines. Donc, de ce qui est pourri. Fait que les œufs pourris, ça sent fort. Ben, donc, le nez, si on est un singe ou un animal dans la nature, c'est une alerte en fait. Donc, on tombe sur un fruit ou sur un animal, ça sent mauvais, ben c'est parce qu'il est plus bon à manger. Mais par opposition, si on aurait le même taux de sensibilité pour les limonènes, caryophyllènes et compagnie, qui sont des composés qui sont ubiquiteux dans les plantes, que les plantes produisent et libèrent de façon continue, ben ça sentirait fort quand on se promène dans le bois. Tu sais, déjà que ça sent fort, ben ça serait overwhelming. Tu aurais tellement de signal que tu pourrais pas fonctionner. Donc, naturellement, le nez va va diminuer l'impact de ces odeurs-là dans tout le processus olfactif. Donc, quand on dit, par exemple, ben, le myrcène, il est à 3%, ben,
Ça change rien que le myrcène soit à 3%. Et oui, il va participer à ton odeur. Mais du myrcène, ça sent pas nécessairement le cannabis non plus. Puis, puis justement, dans le cannabis, pendant longtemps, on se disait, ben, c'est quoi qui fait que l'odeur est skunky? Il y a déjà quelqu'un qui me disait, ben, c'est le myrcène. Je dis, non, c'est pas le myrcène qui donne le skunky. Parce que, tu sais, tout le monde savait que c'est des composés soufrés. Tout le monde savait que parce que l'autre cannabacé, le houblon, contient beaucoup de composés soufrés, tout le monde savait que ces odeurs un peu skunky-là, d'ailleurs la moufette produit des composés soufrés, c'est pour ça que ça sent la moufette, vient de composés, des thiols, des composés soufrés. Puis c'est peut-être il y a 2 ans, 2021, je pense que l'article est sorti, où ce que là, il y a une équipe qui s'est assise, puis qui ont dit, ben OK, on va les détecter, puis là, ils ont passé des mois, puis ils ont isolé une série de composés soufrés qui sont des dérivés d'isoprène, qui sont les composés typiques qui donnent l'odeur du cannabis, mais c'est des composés qui sont tellement en faible quantité que dans des analyses standards de terpènes ou de volatiles, on ne peut même pas les voir. Il faut vraiment focuser, il faut vraiment les viser de façon précise. Mais pour vrai, c'est vraiment cool. Merci d'avoir expliqué ça parce que je pense que c'est euh, c'est un faux mythe, là, comme on a pu le voir avec ton explication, là, qu'on dirait le concept, tu sais, souvent, moi, ce que je vois comme appréciation, comme critique, Mhm. c'est que, le monde va dire, ben là, il y a 5% de terpènes, ça sent rien, blablabla. Puis, tu sais, pourtant, ça n'a aucun impact, tu sais, ou peut-être très peu d'impact sur l'odeur, comme tu Non, mais disais. C'est peut-être d'autres composantes. Puis, tu sais, on dirait que ça a été, je sais pas si ça a été vendu comme ça, mais tu sais, comme, pour moi, c'était presque comme, c'était presque comme c'est un fait, comme que faut qu'il y ait ça ou peu importe. Puis ça a été peut-être plus utilisé comme un outil de marketing que comme un outil scientifique et véridique de ce que ça fait. Puis c'est pour ça que j'avais un visage très étonné là, ben, quand tu l'as dit. Ouais. c'est un peu, je pense aussi, là, une réponse ou une évolution naturelle à l'inflation des cannabinoïdes, parce que quand tout le monde est spécial, plus personne n'est spécial. Tu sais, il y en a des vrais 25%, là. Puis moi, je vous le dis tout de suite, moi, c'est plus que 25%, c'est pas plus que 30%, j'ai de la misère à y croire. C'est plus que 25%, j'ai de la misère à y croire. Il y en a des vrais 25% sur le marché. Mais le vrai 25%, là, le vrai producteur qui a fait un produit à 25%, qui est quand même remarquable, là, on s'entend à 25%, c'est un produit qui est relativement exceptionnel au niveau THC. Ce vrai 25%-là, ben, quand tout le monde est 25%, il n'est pas capable, de vendre son matériel plus cher, même s'il a peut-être coûté plus cher à produire. Puis deux, ben, il n'est pas capable de façon marketing de se différencier sur le marché parce qu'il devient comme dans la masse. Donc, le, 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 le tout devient un peu comme blendy de parce que tout est rendu spécial, ben, il n'y a plus rien qui se C'est différencie. comme juste une norme. Ça Ben, devient c'est une ça, norme. tu sais, tout est beige. Tout le Ouais. cannabis sur le marché est beige parce que ceux qui se différencient vraiment ne sont plus capables de se différencier parce que tu as tellement poussé la note que ça fait juste plus de sens. Tu sais. Fait que là, ben, ils disent, bon, on va essayer de se différencier sur d'autres choses. Puis tu peux pas faire sentir nécessairement, tu peux pas, présentement, du moins au Canada, et dans beaucoup d'autres juridictions, tu peux pas toucher le produit, tu peux pas le sentir. C'est pas comme si tu achètes des draps ou des serviettes, tu vas toucher ce genre de choses-là, ou juste un nez, souvent, un vin, souvent, tu vas pouvoir le sentir, ou tu vas au moins avoir des gens qui vont l'avoir senti pour toi pour te donner leur opinion. Donc, tu sais, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se rabat sur des chiffres. Puis qu'est-ce qui existe? Puis tu sais, la meilleure façon d'avoir des chiffres, ben, c'est les analyses chimiques. Ben là, c'est les taux de THC, les taux de cannabinoïdes total, les taux total euh, de, 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 de terpènes, de composés volatiles. Là, je vous dis tout de suite, le prochain, c'est les phénoliques, là, c'est les flavonoïdes là, qui s'en vient. Donc après ça, OK. ça va être les taux de flavonoïdes et compagnie. Mais C'est quoi ça au juste? Excuse-moi. ben, entre autres, voyons, le cannabis, j'ai oublié mon mot, excusez-moi. J'ai C'est correct. cannabisol dans la tête, mais c'est pas ça du tout. Euh,
Bref, là, les composés, je m'excuse si je le mot, Mais non, je c'est suis correct, vraiment là. déçu. J'ai les cannabis, je les ai toutes dans la tête, sauf le bon. Non, dans le fond, les composés phénoliques, ça va souvent être des flavonoïdes. Là. Souvent, on va le voir en nutraceutique, là, entre autres dans les canneberges, on appelait ça les packs, ce genre de choses-là. Dans le cannabis, il y en a quand même une série qui sont les cannabiflavins, excusez-moi. Les cannes-flavins. Donc, les cannes-flavins, dans le fond, qui sont quand même assez typiques du cannabis. Donc, c'est des composés phénoliques, donc des composés qui sont non volatiles, qui restent dans la plante. Je ne pense pas qu'ils passent en combustion, ceci étant. Puis, ben, tu sais, ils ont quand même des effets un peu anti-inflammatoires. Ils ont quand même certains effets. Tu sais, tous ces familles-là ont souvent des effets là, mineurs, mais tu sais, qui peuvent participer ou aider à certains effets. Donc, on soupçonne fortement que c'est ce qui s'en vient. Puis, si ça continue comme ça, il va en avoir une trolley. Le problème, c'est que le, tout le concept de total d'une famille, d'un point de vue chimique, ça fait comme pas de sens, surtout quand on va commencer à parler d'une plante, parce que c'est quasi infini. Tu sais, c'est fractal. Plus tu fouilles, plus tu vas en trouver. Il y en a qui vont être inconnus, il y en a qui vont être connus. Donc, une année, c'est puis je suis le premier à dire ça, tu peux pas de façon purement chimique être capable de déterminer un produit final, surtout un produit végétal. Puis je, je fais une cassure du point de vue chimique. Je parlais hier avec un étudiant qui étudiait la génétique là, à Laval du cannabis. Puis tu sais, il disait on s'est rendu que même d'un point de vue génétique, on n'est pas capable de déterminer le cannabis. Il y a un article qui est paru en novembre 2022 qui dit que ton cannabis a tellement de mutations, le plant mute tellement rapidement que, à toute fin pratique, le bas de ton plant, le haut de ton plant, puis le milieu de ton plant pourraient être considérés comme des génétiques différentes. Puis il dit, on a testé des clones, puis quand ils poussent, éventuellement, c'est plus des clones. Parce que les mutations se passent tellement, puis tu sais, puis justement, c'est des choses qu'on remarque dans l'industrie, que les gens ont des plans mères, ils les clonent, les clonent, les clonent, puis une année, ben, mais c'est pas le même produit que j'ai, tu sais, même si je suis un clone, de batch en batch, ça change. Puis ce qu'il disait, c'est que le cannabis a un fort, fort taux de mutation, puis c'est quand même impressionnant. Puis là, ben, ça change un peu aussi même le concept de genetic fingerprinting et compagnie, ça vient un peu brouiller les cartes à ce niveau-là. Donc, le, le, d'essayer de quantifier, de mettre des chiffres sur un produit fini, c'est quelque chose qui est excessivement complexe puis qui honnêtement vaut pas la peine. Parce que tu vas te ramasser à payer à la limite des millions par lot pour être capable d'avoir une caractérisation qui est représentative de ton lot final, quand dans le fond, la représentation de ton lot final, la meilleure représentation de ton lot final, ben, c'est le dit produit, c'est le lot final. Donc, tu sais, tous ces valeurs-là sont un peu une conséquence aussi du fait que ben, il n'y a pas d'historique, les gens ne peuvent pas toucher le produit, il n'y a pas 150 ans de gens qui ont des sociétés quasi secrètes pour goûter, puis j'ai des chansons dans la tête là, Ah qui oui. étaient ceux qui donnaient les vins au roi, là, tu sais, qui ont tellement Ouais. développé une connaissance des produits qui sont capables de dire oui, non, oui, non, oui, non, puis même dans ces cas-là, c'est flou un peu quand tu commences à rentrer les statistiques là-dedans. Donc, tu sais, moi, ça me dérange un peu, là. C'est comme vendre de la bière, de la Big Ten, là. Hey, je vais prendre de la Big Ten parce que c'est Ouais. 10%. Ouais, tu prends pas ça pour le goût, je pense. Ou de la moonshine quand Ouais, t'arriverais à c'est dire, ça, ben, là. tu dis, je me saouler à moonshine, là, à Mhm. place de. Je pense qu'à un moment donné, ça va venir, si un jour on peut se sentir et toucher, là, si ça n'en vient qu'à ça, j'ose espérer que ça va devenir un peu plus comme la SAQ où tu as une sélection de produits différents. Et ça t'empêche pas d'avoir 10 000 gins ou 10 000 sortes de vodka, Mhm. mais tu peux quand même avoir une appréciation pour chacun des 10 produits sans vouloir juste aller vers le plus haut pourcentage d'alcool Puis qu'il y absolument, a, par puis exemple, dedans. non seulement ça, mais une fois que tu te détaches de ces valeurs-là, tu te ramasses à avoir une plus grande disponibilité, tu sais, tu te ramasses à avoir une plus grande variété de produits. Il y a quelqu'un dans Stratcan, justement, qui disait il y a quelques années que nous autres, on avait des super de beaux cultivars, non, 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 mais ils taguaient maximum à 18%, pas capable de vendre. J'ai arrêté de le vendre. Tu sais, puis il y avait des nez qui étaient particuliers, il y avait des... Donc, mais
tu sais, je me fais un peu, pas l'avocat du diable, mais tu sais, je me fais un peu positif dans le sens que je pense que personnellement, je pense que ça fait partie de l'évolution de l'industrie. L'industrie va maturer. Euh, je le disais là, au webinaire du C45 il y a quelques semaines, justement, tu sais, ce qu'on voit là, on l'a vu dans beaucoup d'industries qui travaillent avec les plantes. Tu sais, on le voit présentement dans les piments forts avec les échelles de Scoville, les taux de capsaïcine. Tu sais, on l'a vu dans les huiles essentielles, on l'a vu dans la lavande, là, où ce que, ben, tu sais, ta lavande, je veux qu'elle, puis là, éventuellement, tu sais, chaque industrie s'est un peu adapté, tu sais, donc, dans le cas de la lavande puis l'industrie de la parfumerie, ben eux, ça ne leur dérangeait pas d'avoir, ils voulaient du standardisé de toute façon. Fait que, ben, regarde, faites votre produit puis standardisez-le, puis moi, ça me dérange pas que tu rajoutes des affaires dedans, tu sais. Mais éventuellement, chaque industrie réagit et s'adapte. Des fois, c'est par de la législation, des fois, c'est juste par ben, on va juste accepter que c'est comme ça, puis on va juste comme s'assurer que le prix qu'on paye est en conséquence. Ouais. Mais ça fait Je partie de pense, l'évolution naturelle d'une industrie. tu sais, si je peux ajouter aussi, je pense qu'il y a eu, tu parlais justement du producteur qui aurait un plan, qui aurait un nez très intéressant, très différent dans son type de produit, mais qui score pas haut. Moi, ce qui me rassure un petit peu, c'est que je regarde des produits. Au Québec, on a eu le Tangerine Dream, par exemple. Je pense de Aurora qui était du 12%, qui n'est pas très haut, 12 à 14, je pense, si je me trompe pas, mais qu'il y a un nez d'agrumes. Comme tu t'ouvres le pot, puis on dirait que c'est une orange que tu sens, puis qu'il y a un nez très intéressant. Puis quand j'ai regardé les ventes, au début, on pourrait s'attendre, man, ça va être des ventes pas très hautes, parce que le produit en tant que tel, c'est pas des grosses fleurs, c'est des c'est très subtil là, comme produit. C'est pas le plus beau produit, c'est pas la plus belle sorte, mais la qualité de l'odeur, l'arôme, fait en sorte que c'est quand même très bien sorti d'affaires. Il a quand même très bien performé. Peut-être pas autant que le 30% ou le 38% qui aurait sorti ailleurs, mais il a quand même très bien fait son travail auprès des consommateurs. Puis je pense que souvent, les producteurs ont comme un peu manqué ces genres de spikes-là que quand tu te penches vraiment à, tu disais, hey, peut-être qu'il y a des opportunités ailleurs que de juste faire du beige. C'est comme que tu disais tantôt, pour en arriver, pour en arriver. Puis, ces genres de petits cas-là qui sont pas très nombreux, en toute transparence, me donnent un petit peu d'espoir à dire que le consommateur est peut-être pas si, euh, si attaché au gros pourcentage. Il veut aussi des expériences qui, des fois, peuvent être différentes et uniques pour les produits. Pas juste se la péter. Là. Comme, à un moment donné, c'est correct de devoir être assis Mais, puis oublier ton nom. Là. mais c'est un Comme tu risque. fais d'autres choses. Je pense que c'est Ouais. surtout le point du risque. Tu sais, Aurora, ils ont quand Ouais. même où il y avait les reins solides. Euh, Ouais. ben, ils ont encore les reins solides Ouais, il y a d'ailleurs. eu beaucoup de difficultés. Mais Ouais, tu ouais. sais, ça reste quand même que, Comme, tu sais, eux peuvent se permettre plus de risques, ils ont une plus grande tranche de ouais, produits. Ils exact. disent, ben, au pire, si lui Ouais, le marche pas, on va micro. l'arrêter. Mais tu sais, quand tu es une micro, puis tu dis, hey, moi, j'ai Ouais. vraiment une bonne Ouais. souche, que j'ai grandfather du black market quand je suis rentré sur le marché. Mais tu sais, Ouais. OK, attaque à 15%, 12%, Ouais, ben, c'est vrai puis que que je me c'est. fais dire de l'autre bord, ben, nous autres, en bas de 20%, on te regarde même pas, on ouvre même pas ton dossier. Ouais, Là, tu dis, ben, tu sais, non, je prendrai pas le risque de l'amener sur le marché. Fait ouais, c'est vrai. on perd beaucoup de choses en ayant cette approche-là présentement, je crois. Puis Ouais, c'est vrai. ça devient un peu détrimental. C'est comme si tu irais à SAQ puis il y aurait juste 40%, puis là, ben, quelqu'un qui t'arriverait, ben moi j'ai une bière, puis là tu fais, ouais, mais non, je m'en fous, là. Moi je prends juste des Ouais. shooters, ou ben je me fais juste des Cosmos, puis je fais mon affaire. Fait que Ouais. tu sais, ça devient un plus grand risque. Puis je pense qu'on down the road, au long terme, on va se rendre là. Je repense à l'image là, de 1930 de la SAQ là, à Kenogami, justement. Puis c'était comme un copier-coller de la SQDC maintenant. Puis je regarde qu'est-ce que la SAQ a fait. Puis tu sais, via Éducalcool aussi, puis via les pastilles de goût, puis justement d'enseigner aux gens, ben, tu sais, l'alcool, c'est pas juste pour partir sur la brosse. Puis il y a plus, tu sais, il y a le goût, vous pouvez apprécier un verre de vin entre amis, vous pouvez l'aimer pour le produit, pas pour l'effet, tu sais. Puis tu sais, il y a quand même une éducation qui a été faite avec ça. Puis présentement, je pense qu'une des limitations la réglementation, c'est que tu sais, la ligne est fine entre éducation et marketing. Donc, il n'y a personne qui veut vraiment se mouiller en disant, ben moi, je fais de l'éducation, je fais pas de la promotion, tu sais.
Puis il n'y a pas non plus d'organisme comme Éducalcool, genre Éducannabis, si on veut, qui dit, ben, on fait pas de la promotion du produit, on fait juste vous dire, ben, si vous consommez, consommez correctement, tu sais, faites pas... donc, je pense que c'est un peu un genre d'œuf ou la poule dans ce niveau-là, où ce que tu as aussi beaucoup de nouveaux consommateurs qui arrivent dans un marché qui est maintenant légal, puis qui savent pas quoi faire. Puis là, ben, tu peux pas leur dire quoi faire. Les bot tenders n'ont pas le droit de dire, ben, moi, je préfère lui. Non, ils n'ont pas le droit. Fait qu'ils arrivent là, puis ils disent, ben, donne-moi ce qui pète le plus. Moi, c'est ce que je veux. Moi, c'est ce que je me suis fait dire que ça faisait. On va prendre ce que ça me dit que ça me fait. Donc, éventuellement, on va viser vers là, mais il va y avoir un gros bout de rough, puis ça va être rough pour les producteurs qui vont se faire mentir, qui vont avoir de la misère à différencier leurs produits, qui vont avoir de la misère à vendre. Tu vas avoir, tu vas éventuellement avoir moins de produits avant qu'il y en ait plus. Tu sais, voyons, la nuit is darkest before the morning, là, Ouais, d'affaires de même, là. ouais, Fait que, c'est tu sais, vrai. on Ouais, tombe, là. Fait qu'on a encore quelques années au moins avant que ça se stabilise, là. ouais, c'est vrai. Eh ben, Hubert, merci vraiment pour ton temps aujourd'hui. J'admire ta transparence par rapport à tout ça. Puis, je pense que tu as éclairé, je vais m'inclure là-dedans, là, beaucoup de gens avec tous les points que tu as apportés aujourd'hui. Là, pour moi, définitivement dans les conversations les plus intéressantes que j'ai eues. Donc, merci pour ton temps, Hubert, de chez Phytokémia, qu'on retrouve à... C'est-tu à... Hey, j'ai même pas dit c'était où. Attends, On t'a Chicoutimi, t'es au Saguenay. Ok, je suis au Saguenay. Mhm. Fait que, ouais, merci d'avoir pris le temps ce matin de m'avoir rencontré. Puis au plaisir de te Tu me reparler. réinviteras. Ça va me faire Oui, plaisir. ça me fera plaisir. Ouais. Merci beaucoup. Fait que, Salut. merci, bonne journée.